Jamais l'Ukraine n'a été autant en difficulté sur le front depuis le début de cette guerre. Ça craque, comme on dit, à plusieurs points du front. Alors ce que font les Russes, c'est pas du génie militaire si vous voulez, mais ils attendent en fait des conditions favorables, c'est-à-dire du brouillard, et ils montent à l'assaut par groupe de 2-3 hommes. Et puis c'est à noter aussi, ils ont beaucoup plus de drones à fibre optique. Ce sont des drones qui ne peuvent pas être brouillés. Vous vous rendez compte qu'on vient littéralement d'écouter une journaliste qui nous explique que le fait que la Russie s'adapte en fonction de la situation, du climat, de tout ce qui se passe sur le terrain, utilise des armes en fonction de tout ça, ce n'est pas du génie militaire. Avant de repartir à l'Elysée, pour revenir sur Pokrovsk, dont on vous parle précisément ces derniers jours, parce qu'on se demande si la chute est imminente, qu'est-ce que ça changerait, la chute de Pokrovsk ? Alors, ce que ça change, Pokrovsk n'a plus l'importance que cette ville avait, puisqu'avant c'était... C'est quand Pokrovsk est tombé que Pokrovsk n'a plus l'importance que la ville avait. Oui. Nous n'avions aucune chance. C'était difficile. Notre morale était au plus bas et nous étions psychologiquement épuisés, malgré les promesses de notre équipe qui disaient que tout irait bien, que tout se passerait bien. Mais j'ai vite compris qu'il nous avait déjà laissé tomber. Avec mon camarade, on a essayé de tenir dans une maison. Puis on s'est dit que ça ne servait à rien de résister, qu'il valait mieux se rendre. Tenez bon, qu'il disait. Mais j'ai compris que ça voulait dire tenez bon jusqu'à ce qu'on vous descende. Il n'y aurait pas de relève. J'ai compris qu'ils ne nous échangeraient pas. C'était insoutenable. Et pour être honnête, ils nous ont mieux traités que nos propres commandants. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. Zaporizhzhia, Pokrovsk, l'armée ukrainienne cernée. Est-ce que Poutine est inarrêtable? Voilà maintenant le nouveau titre. Voilà maintenant la question qu'il se pose. Ça veut dire que les aveux continuent. Ils continuent d'avouer petit à petit que tout ce qu'ils ont raconté depuis le début de cette guerre est à mettre à la poubelle. Pendant des mois, et ce qui peut s'apparenter à des centaines de chroniques, ils ont passé leur temps à expliquer que l'Ukraine maîtrise la situation, que l'Europe maîtrise la situation, que l'OTAN maîtrise la situation et surtout que la Russie ne maîtrise absolument rien et que tout part en lambeaux du côté russe. Maintenant, ils posent la question. Zaporizhzhia, Pokrovsk, l'armée ukrainienne cernée, ils ne veulent pas peut-être dire encerclée. En tout cas, la question est-ce que Poutine est inarrêtable? Écoutons ce qui se passe. Jamais l'Ukraine n'a été autant en difficulté sur le front depuis le début de cette guerre. Ça craque, comme on dit, à plusieurs points du front. On va partir sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Vincent Wartner en direct de Kiev. Bonsoir Gwendoline. En fait, je suis troublé par ce qu'elle vient de dire. C'est pour ça que j'ai été figé pendant un moment donné. Mais c'est normal que ce soit maintenant que l'Ukraine soit le plus en difficulté. C'est l'ordre logique de tout, en fait. C'est-à-dire, un pays est en guerre, au début, ça tient, puis plus la guerre avance, moins ça tient. Ce n'est que normal, en fait. Donc, pour vous faire un parallèle et globalement expliquer, en gros, chaque jour, c'est pire que le jour d'avant, étant donné que chaque jour, les guerres continuent. C'est ça l'idée, en fait. Donc, on peut dire, c'est qu'elle a dit là, littéralement tous les jours que ça tiendrait. C'est littéralement la pire période pour l'Ukraine aujourd'hui. Demain, puisque la situation va s'aggraver, ce sera la pire période demain et après-demain et ainsi de suite. Bref, vous comprenez l'idée. C'est juste que j'ai été troublé par sa formulation en mode ce n'est pas normal. C'est plus que normal en fait que l'Ukraine vive sa pire période. Vu qu'elle refuse d'abandonner, vu que vous continuez de l'encourager à faire la guerre. C'est mieux que je formule comme ça. Vous revenez du front sud, vous connaissez très très bien la région, vous connaissez très bien l'Ukraine et ce que vous avez vu est effrayant et inquiétant pour la suite de la guerre. Oui, effectivement, parce que les forces ukrainiennes ont de très grandes difficultés sur ce front sud, en fait, qui est le secteur de la grande ville de Zaporizhzhia. Alors, ce pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les lignes de défense ont été très mal préparées sur ce secteur du front. Et d'ailleurs, les commandants avec qui j'ai pu parler s'en plaignent. Ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a eu une telle obstination à défendre la ville de Pokrovsk, mais sans préparer les défenses sur le front sud. Concrètement, l'unité
C'est simplement parce qu'ils ne sont pas aussi bons stratèges que ce qu'ils ont essayé de présenter et surtout, c'est parce qu'ils refusent d'apprendre les leçons sur le champ de bataille. Maintenant, je remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est que les images qu'on nous montre là, qui passent à côté de la journaliste, ce sont principalement des positions récupérées par la Russie, donc par les Russes, étant donné que depuis là, ce sont des drapeaux russes qui sont brandis dans des zones conquises. Avec laquelle j'étais, en fait, elle a été envoyée un petit peu là-bas en pompier pour essayer de stabiliser comme elle peut la situation. Donc ce que l'on voit, eh bien, c'est que cette unité, elle va placer ces hommes dans deux villages. Et ces deux villages, eh bien, c'est ce qu'on appelle ici la kill zone. Rien ne rentre, rien ne sort, pas de véhicule. Tout est contrôlé par drone 24 heures sur 24 par les deux camps. Donc c'est extrêmement... Comment ça part les deux camps? Ça n'a aucun sens, littéralement. Soit un camp contrôle, soit l'autre camp contrôle si ça devient une zone où personne n'entre, personne ne sort. Et là, jusqu'à présent, on voit des images, et des drapeaux russes qui sont permanemment présentés. Absolument pas ceux de l'Ukraine. En tout cas, fini. On va faire l'analyse de ce que tu dis. Compliqué de défendre dans ces conditions. Alors ce que font les Russes, c'est pas du génie militaire si vous voulez, mais ils attendent en fait des conditions favorables, c'est-à-dire du brouillard, et ils montent à l'assaut par groupe de 2-3 hommes. Et puis c'est à noter aussi, ils ont beaucoup plus de drones à fibre optique. Ce sont des drones qui ne peuvent pas être brouillés. Donc dans ces conditions, pour les Ukrainiens qui le disent, qui manquent d'hommes, mais surtout l'unité avec laquelle j'étais, c'était pas tant son problème, le nombre d'hommes, mais surtout de moyens, de drones à fibre optique, de tout un tas d'autres choses. Eh bien, c'est extrêmement difficile de contenir l'avancée de ces forces russes. Attends, tais-toi un peu. Ce que tu viens de décrire, c'est littéralement ça le génie militaire. Tu ne peux pas dire que les Russes n'ont pas de génie militaire. Ensuite, pour expliquer que la tactique russe, c'est littéralement ça du génie militaire. Vous vous rendez compte qu'on vient littéralement d'écouter une journaliste qui nous explique que le fait que la Russie s'adapte en fonction de la situation, du climat, de tout ce qui se passe sur le terrain, utilise des armes en fonction de tout ça, ce n'est pas du génie militaire. Non, c'est pas du génie militaire. Ils sont juste bien armés, ils sont juste bien organisés. Du côté de l'Ukraine, ils sont moins armés, ils sont moins organisés, mais ce n'est pas du génie militaire du côté russe, non. C'est autre chose. C'est quoi donc? Moi, je suis très curieux de savoir ce que c'est. Mais c'est terrible. Le génie militaire, ce n'est pas seulement inventer des armes futuristes ou alors de gagner des batailles spectaculaires. Dans l'histoire, le génie militaire, c'est surtout la capacité à survivre, à s'adapter, à optimiser, à surprendre et à vaincre un adversaire qui peut être même parfois plus riche, comme l'OTAN actuellement, qui peut être plus riche, qui peut parfois être plus équipé, ce n'est pas le cas ici, et qui peut être plus nombreux, ce n'est pas aussi le cas ici. Voilà maintenant un journaliste qui dit que la Russie profite du climat, s'adapte à l'environnement ou alors change de stratégie, et que ça, ce n'est pas du génie militaire. Or, toute l'histoire militaire repose justement sur ces capacités-là. C'est ça qu'on définit. Et ceux qui commandent les grandes armées le savent. Ils savent que c'est ça même justement le génie militaire. Comprenez un truc simple. Le génie militaire égale capacité d'adaptation. L'un des principes fondamentaux enseignés dans toutes les écoles militaires du monde, y compris en France ou encore aux États-Unis, est adapter la stratégie au terrain, au temps et aux ressources disponibles ainsi qu'à l'ennemi. C'est très simple et ce sont les mêmes bases pour tous. Donc, on se demande pourquoi quand il s'agit de la Russie, ce n'est plus du génie. Parce que l'avouer serait encore plus politiquement coûteux que ce qu'ils sont en train de faire là. Rien que ça, déjà, c'est un terrible aveu d'échec. Guettez un peu les commentaires. Grâce au génie de la communication, l'Ukraine gagne la guerre. Mais quand la réalité du terrain ne fait que débat, la communication s'incline. Les journalistes sont si tristes qu'on est certain que l'info sur l'avancée russe est fondée. Ne vous inquiétez pas. Moi, je fais confiance à Goya, qui nous dit régulièrement que le front ne bouge pas. Voilà globalement la tendance dans les commentaires. Ça veut dire que tout le monde sait, en fait. Quand on revient aux capacités d'adaptation russes, il faudrait que vous sachiez que l'histoire de la Russie, l'histoire militaire de la Russie, a une longue tradition dans ça. C'est littéralement même une sorte de doctrine. Ce n'est pas un accident de leur part, c'est une approche militaire de leur part. Ils ont pris l'habitude d'utiliser l'hiver contre leurs ennemis, de maîtriser les marécages, les forêts, les immensités même en règle générale, parce que ça permet de piéger les adversaires. D'ailleurs, même la capacité à reculer volontairement, à intégrer les climats extrêmes dans leur stratégie, à utiliser la boue pour pouvoir rendre plus difficile la mobilité de l'ennemi, ils maîtrisent.
C'est habituel en fait dans leur stratégie militaire. La Russie intègre toujours la nature dans ses stratégies de guerre. Et ça, c'est du génie militaire. C'est toujours le génie militaire russe qui a permis depuis 2022 de réinventer les drones, de créer des lignes de défense modulaires, d'intégrer l'intelligence artificielle dans les artilleries, d'utiliser des petites unités semi-autonomes, d'adapter les colonnes blindées aux drones FPV, transformer n'importe quel véhicule civil en véhicule de combat, produire les armes à bas coût mais à haute efficacité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que les stratèges occidentaux appellent la guerre d'innovation adaptative. Donc oui, c'est du génie militaire. Mademoiselle Bebono a envoyé spécial. C'est ce que c'est. C'est du génie militaire. En tout cas, continuez de bâtir votre récit. Jusqu'à présent, on entendait les mêmes choses, non? La Russie est mal organisée, l'armée russe est incompétente, le Kremlin est dépassé, Poutine est mourant, il y a les puces électroniques de vos machines à laver qui permettent de faire tourner l'appareil militaire russe. Poutine ne comprend pas la modernité, Moscou est isolé, et patati et patata. Continuez de raconter l'histoire, puis finissez par venir avouer Zaporizhzhia et Pokrovsk, l'armée ukrainienne encerclée. Pardon, l'armée ukrainienne cernée. Qui sont à l'offensive parce qu'il faut bien s'imaginer que les Russes passent leur temps à tester la ligne de front. Donc là, c'est ce que me disait un commandant, ils se sont rendus compte qu'il y avait peu de défense. Il y a même sur ce secteur du front de Zaporizhzhia des endroits qui ne sont gardés que par des drones et plus des fantassins. Les Russes s'en sont rendus compte et c'est pour ça qu'ils essayent, qu'ils passent à l'offensive, qu'ils montent à l'assaut. Alors ils meurent beaucoup, ça c'est sûr, mais il y a toujours des hommes qui parviennent à passer. Et ce que Il meurt comment s'il teste la ligne de front avec des drones FPV? C'est littéralement toi qui nous l'as dit. Comment est-ce qu'il meurt? Tu pourrais dire au mieux que beaucoup de leurs drones sont détruits, mais comment ils meurent beaucoup? Donc, même quand ils n'ont pas d'autre choix, coincés par la vérité, coincés par la réalité, que de dire la vérité, ils sont quand même obligés de temps en temps de placer leur propagande quelque part. Le problème de cette approche, c'est que plus personne n'y croit. Comment est-ce qu'ils vont donc faire à partir de maintenant? Comme disait l'un des commandants qui n'était pas très optimiste, mais il y a toujours des hommes qui parviennent à passer. Et ce que me disait l'un des commandants qui n'était pas très optimiste, c'est que si rien n'était fait pour changer la situation, eh bien Zaporizhzhia pourrait se retrouver à portée d'artillerie d'ici quelques mois. Alors dans ces conditions, il y a quand même une chose à noter qui est très forte, c'est que les soldats ukrainiens, dont certains sont très grièvement blessés, qui meurent eux aussi beaucoup, et bien quand vous parlez aux soldats, ils gardent un moral et une détermination à remplir eh bien, la mission qui leur a été assignée. Mais c'est un mensonge. Mais c'est plus qu'un mensonge ce qu'elle raconte ici. Tous les rapports, absolument tous les rapports disent l'exact opposé de ce qu'elle vient de raconter. Tous les rapports font comprendre une lassitude globale des soldats ukrainiens sur le front. Tous les rapports parlent d'une fatigue chronique. Tous les rapports disent que les soldats ne tiennent pas. Tous les rapports font comprendre que les soldats veulent s'en aller. Mais dans leur volonté de propagande, dans leur volonté de vendre la guerre, dans leur volonté de continuer à mentir, appuyer en fait un narratif qui s'est effondré mais depuis longtemps. Parce que personne n'y a jamais réellement cru. Elle nous fait comprendre que là, les soldats ukrainiens sont motivés. Ils sont d'aplomb. Des gens qu'on a mobilisés depuis des années, qui n'ont même pas eu le temps d'aller faire une pause avant de retourner sur le terrain. On nous fait comprendre qu'ils sont d'aplomb. On veut vraiment nous faire gober ça? Ou bien elle-même, elle n'y croit pas? En fait, c'est quoi l'idée derrière? La réalité, c'est qu'il y a 4 raisons principales qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils mentent sur l'état mental des soldats ukrainiens plus globalement et sur l'état de cette guerre. Mais restons un peu sur l'état mental des soldats ukrainiens. La première raison, c'est pour maintenir le narratif de victoire possible. S'ils commençaient à admettre la fatigue extrême, les désertions massives, le refus de combattre, les unités qui quittent littéralement leur poste, le manque de rotation, le manque de repos, les jeunes qui refusent tout simplement d'être mobilisés, alors ce qui va se passer, c'est que le public, particulièrement ici le public occidental, va immédiatement comprendre que la guerre est perdue pour l'Ukraine. Parce que ce sont les soldats qui définissent ou qui motivent les gens à dire « Ok, restez, on s'occupe de combattre ». Mais vu que les soldats eux-mêmes sont en PLS total, présenter ces images au bloc occidental, au public occidental, c'est mieux de dire comme ça, va montrer que l'Ukraine perd la guerre. Et les gouvernements occidentaux, en l'occurrence ici la France, ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de financer une armée qui est déjà démoralisée, une armée qui est en rupture et une armée qui a déjà perdu en fait. Donc, ils sont obligés de répéter sans cesse. Les soldats ukrainiens sont motivés, ils résistent, ils tiennent leur position et patati patata. Exactement les mots qu'on entend ici. Ils vont vous parler d'un mensonge utilitaire. C'est le rôle des médias. La deuxième raison, c'est que c'est pour justifier la poursuite de l'aide financière et militaire. La France, l'Allemagne, bref, l'Union européenne, le bloc occidental, l'OTAN, tout ce beau monde-là a investi des dizaines de milliards. Ils ont envoyé des stocks d'armes énormes.
Ils ont vidé leurs propres arsenaux. Ils ont promis de faire des avancées. Maintenant, comment justifier toutes ces dépenses, toutes ces cassures, toute cette fracture sociale qu'ils ont créée au sein de leur population? Si de l'autre côté, l'armée ukrainienne abandonne la position, si de l'autre côté, sur le terrain dans les faits, les soldats refusent de retourner au front, les brigades entières s'évaporent, les mobilisations forcées échouent. Comment justifier en fait tout cet argent? Comment justifier le fait que les impôts ont autant augmenté pour les populations d'Europe? Si de l'autre côté, on finit par leur dire que finalement, les soldats pour qui vous vous êtes sacrifiés là, ils sont en train de partir. C'est impossible de le faire, je vous le dis très clairement, c'est impossible à raconter. Donc, ils mentent. Les soldats ukrainiens se battent avec courage. Ils repoussent les Russes. Et d'ailleurs, ils sont prêts à continuer tant que vous allez décider de continuer de les aider également. Le troisième point, c'est pour éviter une catastrophe politique en Occident. Imaginez un citoyen français, américain, allemand, et ce citoyen apprend que des milliers de soldats ukrainiens désertent. Le front s'effondre régulièrement. Tout ça a été raconté de manière totalement officielle par tous leurs médias. On parle de brigades entières qui abandonnent leur position. Des officiers ukrainiens qui truquent les chiffres, qui abandonnent même leurs soldats. Si c'est raconté en boucle par leurs médias officiels, donc officialisés par eux-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Le citoyen va poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on paie encore? Pourquoi est-ce qu'il paie encore? Pourquoi est-ce qu'il continue d'envoyer des armes? Et pourquoi est-ce que la guerre continue? Et surtout, le citoyen en question va se dire donc tout ce qu'on a raconté depuis 2022, c'était faux. Ça va littéralement provoquer un séisme politique. C'est mieux pour eux en fait que vous constatiez les dégâts quand il est déjà trop tard que de vous les dire pendant que c'est en cours. Le gouvernement va toujours choisir, toujours préférer protéger son image, même si ça implique de mentir le plus longtemps possible. La quatrième raison, c'est le maintien de la mobilisation psychologique des Ukrainiens eux-mêmes. L'information ne s'adresse pas seulement aux Occidentaux, elle s'adresse aussi aux Ukrainiens, au gouvernement de Kiev. Et le gouvernement de Kiev craint la panique, la démotivation, l'effondrement moral national, les protestations contre les mobilisations forcées, les désertions en chaîne, la chute du pouvoir lui-même. C'est déjà en cours, mais ça va encore s'amplifier si tout l'appareillage médiatique occidental commence aussi à parler de ça. Donc, ils sont obligés de limiter la casse. Dire que les soldats ukrainiens sont épuisés, ça va provoquer une vague d'évitement de mobilisation encore plus massive et plus intensive que ce que subit déjà le gouvernement ukrainien. Ça va provoquer un rejet encore plus massif du gouvernement ukrainien et une rupture morale de la société encore plus grande que ce qu'il y a déjà en Ukraine et ce qui est déjà très documenté. Donc, ils vont toujours faire des discours rassurants. Mais je peux même rajouter encore 3 autres raisons. C'est-à-dire une 5e raison qui est parce que reconnaître la vérité va obliger de négocier la paix, vu qu'ils vont clairement dire que de toute façon, on ne peut plus maintenir cette guerre, donc ils seront obligés de négocier la paix. Admettre son échec, c'est dire, ok, on avance. C'est ça l'idée. Le 6e, ce serait paradoxalement, mentir sur le moral est un signe de faiblesse. Quand tu passes ton temps à répéter à ton armée, on tient bon, on tient bon. En fait, ça veut dire que le moral ne l'est plus, ils ne tiennent vraiment pas bon. Et le dernier point qui n'est absolument pas à négliger, c'est que ce serait la preuve, et on doit noter ça au marqueur rouge, ce serait la preuve que l'ensemble de l'OTAN n'a pas réussi à vaincre la Russie seule dans une guerre de proxy contre l'Ukraine. Vous imaginez le violent coup politique que c'est. Donc on va regarder 32 pays qui constituent l'OTAN, qui ont soutenu financièrement à hauteur de dizaines de milliards l'armée ukrainienne, et la Russie seule en face de l'autre côté a épuisé tout ça, maintenu un respect au point où ce sont les soldats de l'armée ukrainienne qui disent qu'on n'en peut plus. On abandonne. C'est littéralement la chute de l'OTAN. Donc l'admettre pour eux, c'est impossible. Ils vont préférer mentir et attendre voir ce qu'ils continuent de mentir sans vergogne. Ils vont admettre ce genre d'informations. Ils vont toujours soigneusement faire en sorte de mettre des pics à certains endroits, de se dédouaner de d'autres endroits. Mais dites-vous assurément qu'ils vont toujours faire en sorte d'essayer de garder la face. Mais bon, tout ça, c'est principalement destiné au grand public. Parce que dans les coulisses de la géopolitique, tout le monde est déjà au courant. Et c'est très laid. Ils essaient de garder la face vraiment. D'ailleurs, ils essaient tellement de garder la face que voilà un général français qui a clairement dit que les Français devraient se préparer à aller mourir pour eux, pour les dirigeants français. La Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça. Et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça,
alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Il faut en parler dans vos communes. Parce que spontanément, c'est pas des lectures du dimanche, c'est pas quelque chose d'accessible facilement. On peut avoir le sentiment que c'est loin, et c'est vrai que ça reste loin. La mécanique, c'est pas des chars russes qui débarquent en Alsace. La mécanique, c'est une mécanique de solidarité. C'est une mécanique de solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui sur le flanc est de l'OTAN, qui pourraient être attaqués et qu'on ira protéger par solidarité. Et à partir du moment où on s'engage en solidarité, à ce moment-là, on engage les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont choisi de servir sous l'uniforme. Donc moi, j'ai donné aux armées un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Je suis convaincu, je vous le dis, je suis convaincu que si nos ennemis voient notre détermination à nous défendre, à protéger ce que nous portons comme valeur, comme histoire, ils iront voir ailleurs. Parce qu'ils savent que nous sommes plus forts. Mais il faut en faire la démonstration, et c'est dans les 3 années qui viennent. Vous avez suivi, non? Donc bientôt, même en France, ils vont être mobilisés pour une guerre complètement inventée. J'espère juste que les gens ne seront pas assez stupides pour pouvoir tomber tête la première dans ce genre de truc. Parce qu'ils sont toujours très forts pour envoyer les autres à la guerre, pour demander aux autres de serrer la ceinture. Jamais ça les concerne. Bien évidemment, s'il y a guerre, ce général-là ne sera pas sur le front, pas ses enfants. Mais il parle d'un consentement à sacrifier la jeunesse des pays. En tout cas, poursuivons. Détermination qui est à remplir la mission qui leur a été assignée avec une détermination qui est assez impressionnante vu les conditions. Merci Gwendoline Debono et Vincent Wartner, et merci pour votre travail parce que vous prenez des risques pour nous informer, pour nous donner ces remontées de terrain en direct de Kiev. Allons plus loin, carte à l'appui avec vous, général Vincent Desportes. On l'a dit, et Gwendoline nous l'a rappelé, ça craque à différents endroits du front, et on va regarder sur cette carte générale, voilà, les points rouges, les points chauds, que ce soit Zaporijja sur le front russe, le front sud, je vais y arriver, Pokrovsk, Kupiansk. Arrêtons-nous d'abord sur Pokrovsk, qui ne tient en ce moment que grâce aux drones, c'est ce qu'on nous raconte, les drones qui permettent de ravitailler les soldats ukrainiens, que ce soit en munitions mais aussi en vivres. Que se passe-t-il ? Nous, ce n'est absolument pas les informations que nous avons. Pokrovsk est complètement encerclé. Et on a même des témoignages de soldats ukrainiens qui ont fait comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix qu'actuellement d'abandonner que de poursuivre parce que la Russie contrôle déjà tous les points les plus stratégiques de Pokrovsk. Des drones survolent toute la ville. Il est impossible d'y entrer ou d'en sortir. Il est également impossible d'évacuer les blessés. La situation est encore pire pour les personnes décédées. Les corps gisent en pleine forêt. Le 4e ou le 5e jour, quand nous étions dans un abri, un homme s'est approché. Nous l'avons entendu de loin et nous a demandé de sortir. C'est ce que nous avons fait et nous sommes partis avec lui. Il nous a bien accueillis. Puis, on nous a donné à manger, nous nous sommes réchauffés. Nous n'avions plus d'espoir de rejoindre les nôtres parce que nous étions en fait encerclés. Toutes les routes étaient fermées depuis 1 semaine. Nous avons demandé à nos supérieurs de nous faire évacuer, mais ils répondaient que la situation s'améliorerait, qu'ils nous échangeraient et que nous pourrions donc sortir. Pourtant, personne n'a rien fait. Nous n'avons pas essayé de rejoindre les nôtres, car nous étions parfaitement conscients que ce serait du suicide. Nous n'avions aucune chance. C'était difficile. Notre morale était au plus bas et nous étions psychologiquement épuisés, malgré les promesses de notre équipe qui disaient que tout irait bien, que tout se passerait bien. Nous avions déjà bien compris que ce n'était pas du tout le cas. On a été fait prisonnier à Pokrovsk. Le commandant disait vouloir organiser la défense, mais j'ai vite compris qu'il nous avait déjà laissé tomber. Avec mon camarade, on a essayé de tenir dans une maison, puis on s'est dit que ça ne servait à rien de résister, qu'il valait mieux se rendre. Le commandant nous a trahis. Il répétait que tout allait bien,
que des renforts arrivaient, qu'on serait bientôt échangés. Tenez bon, qu'il disait. Mais j'ai compris que ça voulait dire tenez bon jusqu'à ce qu'on vous descende. Il n'y aurait pas de relève. J'ai compris qu'ils ne nous échangeraient pas. Les autres aussi voulaient être relevés. Même les blessés, on ne les échangeait plus. Tout le monde avait compris. On manquait de tout. D'eau, de nourriture. La faim et la soif, c'était permanent. Quant aux médicaments, il n'y en avait tout simplement pas. Quand il pleuvait, on récupérait un peu d'eau et c'est tout ce qu'on avait. L'ambiance était oppressante. Aucune évacuation. Les blessés hurlaient. Certains avaient réussi à avoir des antidouleurs, d'autres pas. On les a ensuite entassés dans les sous-sols aussi. C'était insoutenable. Je ne sais même pas comment décrire ça. Dans ce village, impossible de bouger librement, c'était bien trop risqué. C'était impossible de faire quoi que ce soit. Alors on a décidé de se rendre. J'ai dit à mon camarade, ça ne sert à rien de résister. Il n'y avait nulle part où aller, rien à faire. Ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont donné à manger, de l'eau, tout ce qu'il fallait. Étonnamment. En fait, ils nous ont vraiment sauvés. Je ne m'y attendais pas du tout. Je croyais que les Russes allaient nous tuer comme des bêtes, nous égorger. Mais non, rien de tout ça. Tout s'est passé bien finalement. Et pour être honnête, ils nous ont mieux traités que nos propres commandants. On a écouté. Je pense que le message il est plutôt clair. Il n'y a pas moyen de faire plus clair que ça. Donc de quoi est-ce qu'elle est encore en train de parler quand elle parle de ravitaillement de drones? Quand les drones partent ravitailler les soldats là, ce n'est pas vu par les drones russes de leur côté. Les drones A ne détruisent pas les drones B. Ça dit parfois, démêler leurs mensonges, c'est parfois une casse-tête inutile. Hein? Alors, il se passe que ça fait des mois et des mois que Povrovsk est sous les coups de l'armée russe et que les Russes semblent avoir décidé, non pas de s'emparer de Povrovsk, mais d'essayer de fermer complètement, d'encercler complètement Povrovsk, ce qui ferait tomber du même coup cette ville-là, qui serait complètement encerclée. Voilà ce qui se passe à Povrovsk. Ensuite, il se passe là, ce qui se passe si on a l'autre carte, sur l'intégralité du front. Revenons à la carte justement beaucoup plus large, où on voit à la fois Pokrovsk, Kupiansk. Si vous voulez, il y a le même phénomène qui a très bien été décrit par Madame de Bono. C'est qu'il y a un manque d'effectifs qui est tout à fait important. Et donc, il ne faut pas imaginer que ce front, il y a des troupes ukrainiennes partout qui le tiennent, parce que les Ukrainiens n'en ont pas assez. Et c'est donc, effectivement, il y a des secteurs qui sont juste surveillés. Donc, on a un problème de fond, c'est un problème de troupes, et on a un problème ponctuel, qui est le problème de la météo. Il semble que le brouillard ou la brume soit épaisse. Et ça donne un avantage considérable à l'attaquant, puisque pour l'instant, c'est les drones qui voient et qui tirent, mais les drones voient beaucoup moins, certains ne voient pas du tout à travers ce brouillard, et donc ça permet aux Russes, effectivement d'avancer. Ce qui nous montre au passage qu'on ne peut pas imaginer, certains l'avaient imaginé, une armée qui ne serait qu'une armée de drones. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le drone, il est en l'air, mais il ne tient pas le terrain. Et le problème, c'est que les Ukrainiens ne tiennent pas le terrain partout, parce qu'ils n'ont pas assez de troupes et ils n'ont pas assez de matériel. D'où l'importance urgente de la part de l'Europe de donner ce matériel de manière à tenir le front. Les gars sont là pour chercher l'argent, ils sont là pour traquer l'argent. Ne vous inquiétez même pas. Zelensky est allé voir Macron, c'est pour faire quoi? À chaque fois que Zelensky fait le tour du bloc occidental, c'est pour demander l'argent, rassembler l'argent, vite. Même le général français qui parle de guerre, mobiliser l'argent, serrer la ceinture, mobiliser les êtres humains pour pouvoir aller faire sa guerre. Lui, il veut juste son argent. Vraiment, tout ce qui l'intéresse, c'est faire son argent. Si son service est bien financé, il a eu sa victoire. Tant pis pour vous. Ce qui est sûr, c'est que le front est en danger. Alors, on voit le brouillard à Pokrovsk qui ne facilite pas les combats. Et vous avez dit, pour qu'une ville soit tenue, les drones, c'est bien, mais il faut des hommes au sol. Mais il faut des hommes. Et dans ce brouillard-là, si vous voulez, on peut avancer, alors il est plus ou moins épais, on peut avancer, les drones ne voient pas, et donc les Russes font des bonds en avant qui sont absolument considérables. Alors plus au nord de l'Ukraine, à 40 km de la frontière russe, la ville de Kupiansk est aussi en grande difficulté. Vous la voyez, elle est ici, donc non loin de la frontière russe, je vous le disais. Regardons ensemble cette vidéo qui montre l'âpreté des combats.
On voit donc l'âpreté des combats à Kupiansk. Comment expliquer la difficulté actuelle? Alors, les Russes ne font pas des efforts partout. Hein. Un des principes militaires, c'est de faire effort sur les points qui sont importants ou qui sont faibles. Pourquoi est-ce que... C'est ce que j'allais déjà préciser. Ce n'est pas que la Russie ne fait pas des efforts partout, c'est que la Russie concentre les efforts en fonction des différents objectifs, des différents lieux et des différentes stratégies à appliquer. Parce que qui doit tomber en premier? Est-ce que sur le chemin, je dois commencer par stopper la ligne de ravitaillement ou stopper la destination du ravitaillement en question? Par exemple, c'est une question légitime qu'on peut se poser. Je veux prendre une ville. Je commence par prendre quelle partie? Est-ce que ce sera la radio nationale, la télévision nationale? Est-ce que ce sera l'armurerie de la ville? Est-ce que ce sera un nœud logistique clé? C'est vraiment comme ça que ça se passe. Sauf que là, c'est à l'échelle d'un plus grand territoire. Donc forcément, s'ils doivent commencer par prendre un nœud logistique A, ils vont plus se concentrer sur ce nœud-là, commencer des mini-offensives ailleurs, mais se concentrer sur le nœud principal. Une fois que c'est débouché, ils passent à la seconde attaque, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ce point-là est important? Parce qu'il s'agit bien, si vous voulez, d'essayer de passer derrière. On voit bien que si jamais on a une percée à Kupiansk, eh bien, obligatoirement, on aura un report des Ukrainiens sur une ligne dont on sait qu'elle n'est pas véritablement préparée. Ça a été dit tout à l'heure. Donc on voit bien que Zaporijjia et Kupiansk, si jamais les choses se faisaient, permettraient effectivement de créer un front à l'arrière qui obligerait l'armée ukrainienne à reculer. C'est pour ça qu'on dit, oui, mais finalement, ils ont pris 3 départements français en 3 ans et demi. Peut-être. Mais la logique de la guerre, c'est jamais une logique linéaire. Il y a un front et à un moment donné, ça peut percer. Et si jamais il y a une percée, alors il peut y avoir une avancée. Ça me fait penser à Emmanuel Macron qui a dit que la Russie n'avait pris que 1 seul % du territoire ukrainien. Tout ce que l'on voit en rose là, c'est 1%. On note. Et maintenant, selon ce monsieur, en 3 ans, la Russie a pris seulement 3 départements français. On va juste pour dire, c'est rien. Ok. Voilà 3 départements français qu'on voit en rose là. Comment? Mais la France, c'est un continent. Qui ne serait pas simple aujourd'hui, parce que pour faire une percée, il faut des chars, il faut des véhicules qui seraient très rapidement perçus par les drones et qui seraient détruits. Mais est-ce que c'est vrai? La réponse est non à la question. Pour faire une percée, il ne faut pas toujours les chars. L'époque où on voyait les colonnes de chars qui fonçaient en ligne droite appartient plus au passé ou alors vraiment à un effet cinématographique ou à un effet de démonstration de puissance qu'à la réalité. Simplement parce que les drones FPV, ce que l'on voit filmer régulièrement dans les trucs de cette guerre-là, les mines et les missiles anti-chars globalement détruisent les blindés facilement. Donc on revient à ce que je disais, il y a une adaptation de la doctrine. Aujourd'hui, une percée peut être obtenue par de petites unités d'infanterie très mobiles. C'est ce qui se passe. Ce que je dis, c'est ce qui se passe. C'est obtenu par des drones kamikazes. C'est obtenu par des artilleries de précision. C'est obtenu par des brouillages électroniques. C'est obtenu par des sapeurs qui percent les lignes et qui progressent mètre par mètre. On comprend pourquoi est-ce que dans leur volonté de narratif, ils veulent vraiment vous montrer que tant qu'il n'y a pas les gros chars là, ça veut dire que la Russie n'a pas récupéré un territoire. Mais dans les faits, c'est pas ça. Et ils le savent très bien. Ils savent que la victoire militaire dans les zones conquises par la Russie, c'est déjà acté. Et la Russie n'a pas eu besoin de chars pour tout ça. La formule actuelle russe est très simple. Infanterie légère, plus drones, plus artillerie. Ça fait des percées locales et ça suffit pour progresser. Et c'est seulement après avoir maîtrisé la zone que tu vas voir des chars arriver, des véhicules de transport, des génies, des blindés lourds et que la zone va devenir une position de retrait, base sur laquelle ils vont pouvoir continuer les avancées. La méthode qu'ils décrivent, c'est plus la méthode américaine, c'est-à-dire une guerre rapide avec des gros blindés et tout. La méthode russe est plus une méthode d'usure, adaptée aux drones. C'est lent, mais c'est efficace. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir une foule de villes, de zones stratégiques qui ne font que tomber et ils ne peuvent que continuer de mentir comme ça. Avdiivka, Marinka, Bakhmut, Pokrovsk, Robotyne et j'en passe. Plein de villes dont je ne peux prononcer le nom. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'eux-mêmes encore expliquent pourquoi est-ce que la Russie ne peut pas utiliser les chars, mais demandent quand même à ce que la Russie utilise les chars. Vous pensez que les gens sont débiles? Vous dites bien que l'utilisation des chars va faire en sorte qu'on les repère vite, qu'on attaque ça vite. Mais vous dites que tant qu'il n'y a pas les chars, ça veut dire qu'ils n'ont pas récupéré une zone. Ça a un sens. Ou qu'ils ne peuvent pas faire une percée en profondeur. On va y arriver un jour. Si ce n'est pas nous, eux-mêmes vont finir par l'admettre. Ou alors c'est l'histoire qui fera son travail. Parce qu'à un moment donné, ils exagèrent.
perçu Oui. par les drones et qui seraient détruits. Mais n'imaginons pas que la guerre va continuer à ce rythme-là. Soit elle va s'arrêter à un moment donné, si on est des Ukrainiens, soit à un moment donné, et tous les jours, il y a un risque de percée beaucoup plus importante des Russes. Les aider de quelle manière supplémentaire? Vous allez rajouter quoi? Parce que là, la seule aide que vous pouvez faire en plus, c'est envoyer directement vos hommes sur le terrain. Et ça va créer une autre catastrophe. Avant de repartir à l'Elysée, pour revenir sur Pokrovsk, dont on vous parle précisément ces derniers jours, parce qu'on se demande si la chute est imminente, qu'est-ce que ça changerait, la chute de Pokrovsk? Alors, ce que ça change, Pokrovsk n'a plus l'importance que cette ville avait, puisqu'avant c'était un... C'est quand Pokrovsk est tombé que Pokrovsk n'a plus l'importance que la ville avait. Oui, c'est quand Pokrovsk est tombé que finalement ça n'a plus grande importance. Avant que Pokrovsk ne tombe, Pokrovsk avait une grande importance, Pokrovsk était renforcé, Pokrovsk était un bastion. Maintenant la ville est tombée, Pokrovsk n'a plus l'importance que ça avait. Donc, avant même que je ne commence à expliquer, il évacue déjà le sujet. Non, c'est-à-dire, termine. un nœud logistique, mais Pokrovsk n'a plus l'importance que cette ville avait, puisqu'avant c'était un nœud logistique, mais on sait bien que maintenant toutes les routes qui y conduisent sont fermées, donc de toute façon il n'y a plus de flux logistique par cette affaire-là. Alors ce que ça changerait essentiellement, c'est que ça permettrait aux Russes d'avancer, et on sait que derrière, ça c'est une ville qui était protégée depuis longtemps. Mais oui. C'est une ville forte. Et derrière, eh bien, les Ukrainiens n'ont pas autant de lignes fortes. On l'a dit à Zaporizhzhia, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Et puis, il y a un problème psychologique, si vous voulez. Quand on a conduit une bataille, ça fait plus d'1 an, je crois, qu'on se bat là-bas, et qu'on perd, psychologiquement, c'est évidemment jamais très bon. Je vais essayer de répondre un peu mieux que le brouillon qu'il a essayé de faire. Pokrovsk est un carrefour logistique et ferroviaire. C'est littéralement situé à un nœud de voies ferrées très important pour l'acheminement des troupes, des munitions et du ravitaillement. Ça permet de connecter plusieurs fronts dans le Donbass, ce qui rendait la ville particulièrement précieuse à maintenir sur la ligne ukrainienne. Donc, la chute définitive de Pokrovsk ouvre la voie à toute la région, littéralement. Pas juste prendre les quelques trucs en jaune qui nous l'a mis là. Je dis bien à toute la région. Et dans la région en question, il y a un certain nombre de nœuds énergétiques. Parce que les villes autour de Pokrovsk ont d'importantes infrastructures industrielles. Des mines de charbon, par exemple. Et tout ça, c'est très utile pour l'Ukraine. L'importance économique de la ville contribue aussi à sa valeur stratégique. Donc, il y aura une désorganisation de la logistique ukrainienne à un niveau monumental. Une ouverture des axes d'avancée pour la Russie. Un effet psychologique et symbolique, bon là, il l'a quand même mentionné. Très violent aussi. Maintenant, il y aura une transition. Ce ne sera plus une guerre offensive pour l'Ukraine, mais une guerre défensive. Et comme je disais, toute la région sera impliquée. Les Ukrainiens seront forcés de reculer beaucoup plus loin. Et toute la zone-là va entrer une fois dans le champ de contrôle de la Russie, avec les avantages économiques et logistiques que ça confère. La possibilité même de ravitailler aussi les soldats russes dans un tas d'autres zones. Vous voyez à quel point ce serait terrible. Donc, c'est pas juste que Pokrovsk ne sert plus à rien. Tu ne sers pas plus à rien du jour au lendemain comme ça, comme un claquement de doigts. Toute l'infrastructure est toujours là. D'ailleurs, si Pokrovsk n'était pas si important que ça, que ce qu'il essaie de nous présenter aujourd'hui, maintenant que la ville est sur le point de tomber, ce que ça fait longtemps que l'Ukraine aura abandonné la ville, comme ils ont abandonné plein d'autres du même genre. Ils n'ont pas tenu une position aussi longtemps, aussi farouchement, alors que cette position n'avait aucune valeur. Qu'on arrête de prendre les gens pour des chèvres 2 minutes. Voilà. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont sur le recul, et il est important qu'ils aient quelques petites victoires pour que le moral tienne. Parce qu'une armée qui perd et qui recule, au bout d'un moment, elle craque. Au moins ça, c'est clair. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses sur leurs mensonges en continu. Et on se retrouve une prochaine fois.